Être un enfant ou un adolescent à l'ère du tout digital est une expérience que beaucoup de parents ont du mal à comprendre. Entre l'évolution des mœurs et les réseaux sociaux, la crainte de perdre le contrôle sur la vie de sa progéniture peut entraîner bien des comportements de surveillance extrême. Mais finalement, cette attitude est-elle une prérogative essentielle pour les parents? Faut-il opter pour une éducation basée sur les libertés ou plutôt sur les interdits? La parentalité à l'africaine est-elle nécessaire ou dépassée? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI. Surtout, restez avec nous, ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans un tout nouveau numéro des Femmes d'ici sur NCI, votre rendez-vous 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles, Aurélie. Hello, ça va et toi? Annie, ça va? Ça fait un petit moment. Mais il y a longtemps comme on dit. Je suis de retour. C'est le grand retour d'Annie Kwame. Mais en tout cas, on est contente de t'avoir parmi nous. Moi aussi, je suis contente de vous retrouver. À nouveau, même si on n'a pas Kadi, malheureusement. Ouais. Oui. C'est comme ça, on en perd une, on en gagne une, ça dépend des jours. C'est un peu la chaise musicale ici. Bon les filles, on parle de contrôle parental, de la façon dont on doit un peu régir ou non la vie de ces enfants, surtout des préadolescents et des adolescents. Est-ce que vous pensez, vous personnellement, et vous êtes mères toutes les deux, qu'il faille contrôler vraiment les fréquentations, la vie sociale, l'approche des enfants par rapport à Internet, tout ça? C'est quoi votre avis là-dessus? Alors, moi, je pense que oui, il faut contrôler. En tout cas, il faut avoir un regard dessus. On ne peut pas laisser les enfants comme ça dans la nature. Mais en fait, il faut contrôler selon la personnalité de l'enfant, selon les fréquentations, selon son âge, etc. Il y a un ensemble de choses aussi qu'il faut voir. Parce qu'on ne contrôle pas de la même manière quand on a 10 ans que quand on a 16, 17 ans. Voilà. Ouais. Je pense qu'il faut totalement... Non, je suis d'accord avec toi. Moi, si je peux contrôler jusqu'à la majorité, et même après la majorité, même, je vais le faire. Après la majorité, carrément? Non, c'est une manière de parler. C'est une manière de parler, voyons. Mais quand on est maman, on se rend compte que le monde autour de nous est souvent très méchant. Les réseaux sociaux ne donnent pas forcément tout le temps des bonnes informations. Et le fait qu'on ne soit pas forcément là tout le temps quand on est au travail ou quand on est même souvent à la maison, les enfants, justement, quel est leur appui? L'appui, c'est ce qu'ils voient à la télé, c'est ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, il est important en tant que parent de vraiment surveiller, de contrôler, de codifier même certaines choses pour éviter qu'ils ne soient, on va dire, tentés de faire des choses qui ne sont pas forcément bien. Écoutez, moi, je ne peux pas trop parler d'expérience, en tout cas. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé que je serais une maman cool. Après, il paraît qu'on dit ça jusqu'à ce qu'on ait ses propres enfants. Ouais. Écoutez, on va porter comme d'habitude la question sur la place publique. Est-il nécessaire de contrôler la vie sociale de ses enfants? On écoute vos réponses. Moi, j'exhorte tous parents, en tout cas, à suivre de près l'éducation de ses enfants. Aujourd'hui, la vie est devenue tellement bizarre que parents que nous sommes, devions nous mettre ensemble, ou bien en tout cas mettre une politique pour pouvoir veiller au bien-être de nos enfants. L'enfant dans le bas âge, le parent que nous sommes doit entourer l'enfant de bonnes personnes, des personnes qui vont orienter l'enfant dans son processus de croissance. L'enfant va à l'école, il dit qu'il va à l'école. Mais parents, tu ne prends pas la peine d'aller voir au moins est-ce que l'enfant met les pieds à l'école, avec qui est-ce qu'il traîne. Quand il est, par exemple, 10 heures, est-ce qu'il est en classe pour réviser, est-ce qu'il va prendre la nourriture ou bien est-ce qu'il va se pavaner et autres. On est à la maison, l'enfant est rentré, il n'est pas rentré, c'est pas notre problème. Or, aujourd'hui, là, il y a plusieurs phénomènes. Les enfants, maintenant, si tu les surveilles, là, la personne pense que non, tu le contrôles trop. Donc, ça l'amène à faire des choses, des bêtises. Si tu le contrôles trop, là, il va passer. Ses amis qui sortent au dehors, quand il pose à lui que non, on fait ça, ça lui pousse à sortir. Si tu le contrôles trop, ça le mène à sortir au dehors et puis maintenant, il ne revient plus à la maison. Je dis que c'est très important parce que plus que même une nécessité, c'est même un droit, un devoir pour le père. Voilà, de savoir conseiller, éduquer, encadrer son fils, de façon à ce que ce dernier puisse suivre, en tout cas, avoir une vie normale, une vie sociale, et être utile auprès de ses amis, de son entourage, avoir donc en fin de compte un avenir assuré.
J'ai l'impression que les avis sont mitigés, mais pas tant que ça. Il y a beaucoup de parents ou de personnes qui ont été interrogées qui ont dit oui, il faut contrôler la vie sociale des enfants. Et il y en a qui disent, effectivement, il ne faut pas trop contrôler, mais c'est vrai que tout est une question de mesure, parce que plus on sert un enfant, plus il va vouloir comprendre pourquoi on le sert. Donc je pense que tout passe par la communication, et c'est vraiment, pour moi, le plus important de la communication. Oui, pour moi aussi, c'est la communication qui est importante. Quoique, des fois, il faut savoir faire le bâton et la carotte. C'est ça. Des fois, avec les enfants, en tout cas. Il faut toujours savoir gérer le bâton et la carotte. Entre les deux. Oui, c'est pas évident finalement. Non, c'est pas évident. Alors vous aussi, depuis chez vous, on vous invite à vous poser la question et à y répondre et aussi à réagir sur les réseaux sociaux, sur nos pages Facebook NCI et sur notre page également, notre page Instagram. Alors on va accueillir tout de suite l'une de nos invitées du jour pour en parler dans le détail avec elle. Il s'agit de Vanessa Alabi, elle est blogueuse littérature enfant. Bonjour Vanessa. Bonjour Vanessa. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être avec nous. Ouais. Alors, on parle de contrôle parental, en particulier sur la vie sociale. Vous avez des enfants, mais en bas âge, si je Oui, j'en ai 2, oui, en bas âge. Ils ont quel âge? Qui va avoir 3 ans en mars. Et le deuxième, il a 3 mois, juste 3 mois. D'accord. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet avec vous et après notre seconde invitée qui va nous rejoindre dans quelques minutes, je vous propose de regarder un reportage en immersion dans 2 familles ivoiriennes pour voir comment elles perçoivent cette question. On regarde. Bello! Maman! Tu as quoi à quelle heure? J'ai quoi à 14 h? Et puis tu es là, tu as regardé l'heure? Non. Donne-moi le téléphone ici. Maman. Depuis tu as bien, et puis tu traînes là-bas et qui t'entends causer avec qui? Colombe. En plus, Colombe. Je t'ai pas causé avec elle. Toi-même, école, là, lundi, là, je vais arriver là-bas. Ah, maman. Ce qu'ils vont me dire là-bas, là, tu vas comprendre. Cette scène est courante dans de nombreuses familles ivoiriennes. Denise ne cache pas son amertume quand il s'agit de certaines fréquentations de sa fille. Elle a une camarade que j'aime pas qu'elle fréquente. Enfin, sincèrement. Ses camarades dehors, là, ils ont tout le temps le débat portable entre eux. Quand ils ont un petit anniversaire, maman, il faut acheter un gaïa portable pour moi. Où elle est là? Elle me parle d'André, elle dit encore avoir peut-être son bac, elle va m'envoyer bac là. Là, peut-être, elle n'a qu'à prier Dieu même pour que si elle puisse acheter un téléphone Android pour elle, dans le bac là. Parce que c'est même Dieu qui va attraper. Passer à la loupe la vie sociale de sa fille, c'est essentiel pour Denise qui a pourtant parfois du mal à tout contrôler. Ah, ces camarades-là, vraiment, celles qui sont au quartier ici, là, elles sont vraiment gentilles, elles sont beaucoup respectueuses. Mais celles qui sont à l'école, je ne les connais pas. Bon, ça là, seul Dieu des... Par nos enfants là, ce qui se passe à l'école, nous on n'est pas là-bas où. Il y a des enfants même à la maison, ils sont très sages. Mais arriver dehors, toi-même, c'est qu'on te dit que ah, ton enfant fait, toi-même tu es étonné. C'est elle a pris aussi grossesse dans ça qu'elle n'a pas terminé ses études. Elles sont au village direct. C'est là-bas, elle va aller charger une tonne de manioc. Emmanuela, bien que soucieuse de son avenir, souhaite un relâchement de sa mère. Ça me fait un peu mal. Mais moi, je veux qu'elle accepte tous mes amis. Et puis, comme mes amis, avoir des fois aussi comme eux, pouvoir me divertir. Qu'elle m'écoute, qu'elle me conseille, qu'elle soit toujours avec moi. Et qu'elle ne m'écrit pas dessus chaque jour. Des fois, ça me fait mal, c'est vrai, mais c'est pour mon bien aussi. Changement d'ambiance. Nous sommes maintenant chez les Tricas. Des parents plutôt zen qui gardent un œil sur l'entourage de leurs enfants. Nous avons développé une certaine relation avec nos enfants, une certaine intimité qui fait que ils partagent leur quotidien avec nous. On a pris l'engagement ou l'option de faire confiance en nos enfants. Ça n'exclut pas justement un contrôle. Et souvent nous avons l'opportunité de leur donner la latitude de venir à la maison avec leurs amis parce que c'est au pied du mur qu'on voit justement les enfants se comporter. Ça nous permet de rectifier certaines choses qu'on voit dans leur vie. Il y a eu déjà des amis que je n'ai pas appréciés. Je n'ai pas apprécié parce que quand un enfant vient par exemple à un domicile, la première des choses c'est de s'allier au comportement que les autres ont. À l'ère des réseaux sociaux, rares sont les adolescents sans téléphone portable. Mais pour une meilleure concentration sur les études, le couple Trica a une stratégie. Moi, je suis beaucoup réseaux sociaux. Je suis ami à tous mes enfants. Donc, souvent, il m'arrive de regarder pour voir un peu le profil de leurs amis. Le plus grand est un peu libre d'avoir son téléphone, mais par exemple, les plus petites, généralement, ils ont droit au téléphone le samedi et le dimanche. Pour Grace, il n'y a aucun inconvénient à ce que ses parents soient regardants sur sa vie sociale.
j'ai pas de problème avec ça, puisque la vie de mes parents compte beaucoup dans mes choix, donc j'ai pas de problème avec ça. Comme ils ont vécu avant moi, ils connaissent mieux la vie que moi, donc ils savent ce qui est bon pour moi. Je prends. Alors Vanessa, on l'a entendu dans le reportage de Karine Cassil, il y a 2 familles qui finalement ont des visions de l'éducation qui sont diamétralement opposées. Ça vous inspire quoi? Je dirais déjà que la première maman, elle m'a fait flipper. Ah ouais? Voilà, j'habite pas avec elle, mais déjà j'ai peur. Et je suis plutôt d'accord avec l'approche de la seconde famille. Voilà, donc je pourrais peut-être copier ça. Je trouve que c'est bien de voir en fait avec qui vos enfants marchent, avec qui ils s'entendent, avec qui ils s'entendent pas. Ça vous permet déjà de connaître mieux vos enfants et puis de pouvoir les recadrer quand il faut. Et pour ce qui concerne le téléphone portable, je n'ai pas encore décidé, donc je crois que je vais prendre des avis et puis je vais lire. Et voir après. Voilà, voir après. Justement, Ami va nous en parler dans quelques minutes, donc vous aurez l'occasion d'apprendre quelque chose, je pense. On va accueillir tout de suite en plateau notre seconde invitée. Il s'agit de Priska Ncho, coach spécialiste éducation enfants-parents. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va, Priska? Ça va bien, et vous? Ça va très bien. Merci. Alors, le contrôle finalement de la vie sociale des enfants, ça n'a rien de nouveau, j'ai envie de dire, sur le continent africain. On est quand même, et peut-être que je suis dans les stéréotypes, mais je pense qu'on a quand même une éducation qui est plutôt présente, sinon trop présente. Alors finalement, est-ce qu'il faut évoluer avec son temps ou est-ce que ça fait partie de notre culture et il faut garder les choses telles quelles, à votre avis? Je pense que, comme vous le dites, les choses évoluent, donc on ne peut pas garder les choses. On ne peut pas rester dans le même stéréotype qu'avant, parce qu'aujourd'hui, les choses avancent. Nous, quand on était adolescents, on ne savait pas ce que c'était un téléphone portable. Aujourd'hui, l'enfant qui est aussi M2 a un téléphone portable, un smartphone. Il a la connexion Internet. Un bébé de 4 ans sait qu'il faut aller sur Play Store. Donc, on ne peut pas. Ça ne peut pas être la même façon de... Alors, justement, en tant que parent, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aider les enfants dans le développement de leur vie sociale à l'extérieur? Ce qu'il faut faire en tant que parent, c'est d'avoir, comment je peux dire, une interactivité positive avec les enfants. C'est-à-dire, un enfant, quand il est petit, il faut avoir un contact avec... Aujourd'hui, nous sommes des mères, nous sommes sur le plateau ici, nos enfants ne sont pas avec nous. Donc, il faut créer... nos mamans d'avant étaient tout le temps là. Donc, matin, elles sont là pour nous accompagner, nous pouponner avant l'école. À midi, elles sont là, elles nous ont fait à manger. À 17h, elles sont là. Mais aujourd'hui, matin, souvent, l'enfant se réveille, maman est déjà partie. Le soir, il dort, maman n'est pas encore arrivée. Et donc, cette interactivité qu'on appelle l'attachement, il faut faire en sorte de créer cet attachement avec son enfant malgré la situation professionnelle que nous avons. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait qu'une fois que cet attachement est installé, vous avez la possibilité à distance d'échanger avec vos enfants parce que c'est quand il n'y a pas d'attachement et que l'adolescence approche que les enfants commencent à dévier. Donc, c'est au moment où l'enfant dévie qu'il y a problème. Sinon, quand ils sont petits, qu'ils sont attachés à la figure maternelle ou paternelle, il n'y a pas de problème. Mais quand l'enfant maintenant ne s'attache plus à vous, mais il recherche une identification externe avec ses amis, s'il n'y avait pas eu une base solide parentale, alors ce sont ses amis qui deviennent sa référence et c'est ce que les amis disent qu'il va faire. Mais totalement. Alors, en fait, moi, je suis très épatée par ce qu'elle dit, parce que je pense qu'on ne l'apprend pas. Pour moi, ça s'est fait naturellement. Ça a toujours été important pour moi, avant de voir les enfants le matin, avant de partir, ou le soir, inversement. Mais est-ce que les parents devraient justement suivre des cours ou des enseignements justement sur la parentalité? Parce que déjà, en tant que mère, on ne nous apprend pas à être mère. On ne nous dit pas ce que c'est, on ne nous apprend pas. Et l'éducation aussi, c'est une méthodologie, en fait, finalement. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas, justement, inciter les parents à apprendre à éduquer? Parce que être parent, ça ne veut pas dire avoir la capacité d'éduquer. C'est ça. Et ça, c'est mon slogan. On ne naît pas parent. On le devient. On apprend à être parent. Oui. Et donc, quand il y a un bébé dans votre main, il ne vient pas avec une notice. Donc, vous ne savez même pas comment est-ce qu'il faut gérer le nouveau-né. Et donc, aujourd'hui, la science évolue, les sciences sociales évoluent. Et d'évolution en évolution, il y a des spécialités. Il y a l'éducation parentale à part entière qui s'occupe de l'éducation du père et de la mère, depuis les soins prénataux,
pendant la naissance, post-nato et depuis 0 ans jusqu'à ce que l'enfant soit adulte. Donc, il y a toutes ces étapes-là qu'il faut. Il y a des choses qu'on ignore, on pense qu'on sait. Le peu qu'on sait, c'est ce qu'on a appris ou bien qu'on a acquis avec nos parents. Mais nos parents n'avaient pas forcément les meilleures méthodes. Ils faisaient comme ils pouvaient pour nous éduquer. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on est dépassé par rapport à l'éducation que nos parents nous donnaient. Avant, on avait juste un petit cadre. Si tu es né à Trècheville, c'est Trècheville seulement tu connais. Peut-être c'est à l'université, tu as passé sur le pont pour arriver à Cocody. Aujourd'hui, tu peux ne pas voyager, mais connaître le monde entier, savoir ce qu'on mange dans d'autres pays, les sacs, des enfants de 10 ans qui vous parlent de marque, alors que vous, la mère, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Ça, à qui le dites-vous? Mais alors, j'ai envie de vous titiller un petit peu là-dessus et je pense que vous pourrez aussi répondre à cette question, Vanessa. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une part d'intuition dans la maternité, quelque chose qui doit être, enfin dans la maternité, dans la parentalité, pardon, quelque chose qui doit aussi relever du personnel, c'est-à-dire moi, c'est comme ça que je le ressens, mon rapport avec mon enfant, ma façon de l'éduquer, et finalement l'extérieur et la société ne peut pas vraiment régir cela? Ça va vous étouffer. Vous ne pouvez pas ressentir quelque chose pour un enfant qui, lui, a sa vie, qui a sa dignité, son autonomie, parce qu'à un moment donné, ça va étouffer l'enfant lui-même. Et vous serez son premier ennemi parce que vous ne lui donnez pas d'espace. Vous faites les choses selon vous et non selon l'enfant, ou bien non, et non par convention, parce que c'est un peu plus ça. Et on va laisser Vanessa réagir. Okay, ce que moi je pense, c'est qu'il faut d'abord la formation. On ne peut pas tout baser sur l'intuition parce qu'à un moment, c'est biaisé. Quand tu as des émotions pleines, tu es vraiment à fleur de peau, c'est difficile que ton jugement soit objectif. Donc, il faut déjà de la formation. Il faut lire plein de livres, c'est ce que j'essaie de faire. Il faut lire, il faut se former dans la mesure du possible. Et puis, l'intuition, en fait, vient pour compléter tout ça. Cela. Il faut un petit bagage quand même en back-office. Mais alors justement, vous parliez de liberté tout à l'heure. À quel moment on peut laisser un minimum de liberté à l'enfant? Parce que nous, les mamans, on a, comme je disais au début de l'émission, on a peur en fait. On a peur de ce qu'ils vont traverser dans la vie, on a peur de ce qu'ils vont... On n'a pas envie forcément qu'ils vivent souvent les expériences difficiles qu'on a vécues. Donc déjà, enfants, on va dire qu'on les materne un peu trop, mais à quel moment on doit commencer à se dire, bon, on va lâcher prise et les laisser vivre de leurs propres ailes, on va dire, voler de leurs propres ailes? Je pense qu'il n'y a pas un moment. Depuis l'enfant est petit, il faut lui apprendre ces réflexes-là. Moi, j'appelle ça un moule. C'est-à-dire l'enfant est dans un moule avec de l'espace. Et vous, le parent, vous essayez à chaque fois de remuer pour que l'enfant ne se sente pas étouffé. Donc, quand il va de l'autre bord, vous faites comme ça pour qu'il aille de l'autre côté. Il a l'impression qu'il est libre, mais vous êtes autour, vous le canalisez. Pourquoi je le dis? Parce que si vous maternez un enfant, par exemple, une petite fille de 0 à 6 ans, elle n'a pas appris à laver sa petite culotte. C'est pas à 8 ans, vous allez lui dire, elle n'a pas le réflexe, elle ne va pas le faire. Vous voulez apprendre à vos enfants à faire le balayage, à faire le ménage, à débarrasser. C'est quand ils sont tout petits, ils finissent de manger sa propre assiette, vous lui demandez de le faire. Et au fur et à mesure, comment un enfant doit connaître son corps? Déjà, à partir de 8 ans, on commence à entrer dans l'adolescence. Donc, la petite fille va naturellement explorer son corps. Très souvent, la maman rentre dans la chambre, elle découvre, elle commence à battre l'enfant. Mais qu'est-ce que tu fais? Ou bien le petit garçon commence à explorer. Donc, si vous savez... Quand on va faire les formations sur la parentalité, vous allez savoir les périodes où l'enfant va commencer à se toucher, à s'explorer. Et donc, vous, la maman ou le papa, vous anticipez ces périodes-là. Par exemple, la période de menstruation qui va venir à 10 ans, 11 ans, à 9 ans déjà, vous commencez à lui parler de ça un peu. Et quand ça arrive, ça ne la surprend pas. Et c'est pareil pour sa vie courante, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école, la vie courante. Et donc, c'est aux parents de dire aux enfants. Et donc, je pense, par exemple, si je veux faire une petite parenthèse sur la consommation des stupéfiants, par exemple. À partir de 12-13 ans, le petit garçon commence à faire l'adolescence. Donc, les hormones qu'il sécrète lui donnent envie de défier tout ce qui est interdit, lui donnent envie des choses intenses. Et donc, ces choses intenses-là,
ses amis vont lui dire ah, on va boire une boisson. Aujourd'hui, il y a des boissons vraiment hyper alcoolisées que les enfants en raffolent. Ouais. Donc, si vous, le parent, vous n'avez pas de communication depuis il est petit et que vous ne lui expliquez pas les choses et que votre relation, ça a été sur l'intuition. On fait ça. Quand moi j'ai dit c'est ça. C'est tout. Et puis après, personne ne parle. L'enfant dehors, il est libre. Et puis à la maison, il est sage comme une image. Voilà. Alors, on va revenir dans quelques instants et continuer la conversation parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Surtout, restez avec nous. On se retrouve après une courte page de pub. À tout de suite. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez dans Les Femmes d'ici, on parle d'éducation et de contrôler ou pas la vie sociale de nos enfants. Et avant de partir en pub, tu avais une question Oui, ma question c'était pour Vanessa, en fait, parce que moi je sais qu'il y a plein de livres d'éducation, surtout pour les enfants de 0 à 2 ans, 3 ans. Comment ils fonctionnent, comment ses émotions évoluent. Mais après ça, c'est vrai que on n'est pas, en tant que parent, on n'est pas exposé à ça, ou je sais pas, on se dit qu'on ne cherche pas à savoir. Selon toi, est-ce qu'il y a des livres justement, à part les sites internet où on va taper forcément, est-ce qu'il y a des livres justement d'éducation parentale au-delà de 3 ans, à partir de 4, 5, etc. D'accord. Alors j'ai apporté un qui s'appelle Tout se joue avant 6 ans. Donc, je pense que tous les parents devraient l'avoir. Et avant cette étape-là, il y a un livre qui s'appelle Le journal intime d'un bébé formidable. J'en ai parlé récemment sur mon blog. En fait, c'est une sorte de décryptage du langage des enfants. C'est-à-dire qu'il y a des anecdotes qui sont très drôles, mais tu découvres en fait que parfois, quand tu es dans le feu de l'action, tu as tendance à en vouloir à ton enfant. Par exemple, quand il a des coliques au beau milieu de la nuit, que tu as les yeux lourds de sommeil, que tu dois aller travailler, il y a quelque chose qui te pousse à détester un peu. Tu te dis, mais pourquoi il crie comme ça? Mais quand tu lis, tu te rends compte, en fait, tu entends la voix de ton enfant qui te dit, désolé, j'ai mal au ventre, je ne sais pas comment faire, c'est le seul moyen que j'ai pour t'en parler. Donc, c'est pour dire que il y a beaucoup de documentation sur la question. Les blogs, il faut les lire, il faut lire sur Internet. Il faut en parler aussi avec des personnes autour de soi. Donc, les expériences des uns et des autres aident à trouver ce qu'il faut pour se former. Alors, pour revenir un petit peu à la question de la culture et au fait qu'en Afrique, on a peut-être tendance à beaucoup punir ou à restreindre, est-ce que les punitions, c'est des choses à exclure, surtout pour les pré-ados ou les ados qui commencent à se découvrir, comme vous le disiez, qui ont envie d'explorer, mais à qui qu'on bride systématiquement parce qu'on a peur et qu'on ne sait pas comment gérer? Ou est-ce qu'il y a des façons de jouer un petit peu le côté carotte et bâton, comme disait tout à l'heure Annie? Si, vous savez, l'éducation, il y a l'autoritarisme, c'est-à-dire être autoritaire, c'est le bâton. Il y a le laxisme où vous démissionnez carrément. C'est ça. L'enfant, il fait ce qu'il veut. Fait sa vie. Et puis, il y a l'éducation positive. C'est-à-dire, être parent positif, c'est quoi? En même temps, vous avez de l'autorité. En même temps, vous êtes un peu laxiste. En même temps, vous communiquez avec l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant est dans plusieurs systèmes que lui-même, il ne maîtrise pas. Vous êtes le seul à maîtriser le système. Donc, quand vous le lâchez un peu, vous le ramenez. Vous le lâchez un peu, vous le ramenez. Nous, on n'est pas trop friands du mot punition parce que dans punition, il y a tellement de choses dedans. C'est chargé. Voilà, c'est chargé. Parce que si on dit sur le plateau ici, oui, punition, vous n'avez pas idée des enfants qui vont dormir à l'hôpital ce soir. Mais Bon, par exemple, votre fille fait le mur. Ou votre fils d'ailleurs. Fille ou fils. Comment? Veut sortir alors qu'elle n'avait pas le droit et du coup elle fait le mur. Elle fait le mur quoi. Elle parvient à sortir le soir alors qu'elle ne devait pas. Le mur, il y a un âge. Le mur, il y a un âge. Après 10 ans, le mur ne fonctionne plus. Le mur, il y a un âge. 6 ans, 8 ans, après, ça ne marche plus. Non, on veut dire le fait que des fautes, la clôture, en fait. Qu'il sort sans votre autorisation. Voilà. Oui, mais vous êtes fâchés, mais il est parti. Mais donc on fait quoi? Mais quand il revient, il est déjà parti. Donc on fait quoi? Donc quand il arrive, moi j'ai un ado chez moi, quand il arrive, on sort. Il ne sort pas, mais il a enfreint une règle. On sort de la maison. C'est-à-dire, je sors du cadre familial où ses frères et sœurs sont là et on va s'asseoir quelque part, calme, tranquille. D'accord. Okay. Et puis, on commence à échanger. Parce que, déjà, le fait de sortir de la maison, vous-même, la mère, ça fait descendre votre ça vous apaise un peu. Le côté émotif. Voilà, ouais. Parce que ça ne manque pas. Vous avez dit de ne pas sortir, vous venez, il est sorti. Vous êtes fâchés, ça, c'est clair. Mais si vous voulez parler à la maison, forcément, vos pratiques de l'inceste
Ce stade-là, ouais. Ça va sortir. Donc, vous sortez, vous allez dans un endroit, prenez quelque chose, et puis vous échangez avec lui. Dans un premier temps, vous parlez des sujets, il sait pourquoi vous êtes sorti avec lui, mais vous parlez d'autre chose. Ou bien vous prenez un cas d'une situation que vous avez vécue adolescent et vous lui rapportez ça, et puis après, vous lui donnez la parole pour qu'il vous explique ce qu'il vient de faire là, à quoi est-ce qu'il voulait s'exposer et qu'est-ce que ça va donner. Je vous assure, il va vous dire que ce qu'il a fait, c'est pas bon, ça vient de lui. Et qu'il va vous promettre de ne plus refaire, même si il va refaire. Mais l'éducation parentale, c'est ça, c'est la répétition. À chaque fois que vous êtes en train de lui parler, et je vous ai dit l'attachement. Quand un enfant a un attachement pour sa mère et pour son père, ou pour sa mère ou pour son père, quand vous lui parlez pour dire que ce que tu as fait, ça m'a fait mal, ça le touche. C'est vrai. Ce que tu as fait m'a blessé, ça le touche. Même si dans l'adolescence, la mouvance fait qu'il ne peut pas trop se dégager, mais ça le canalise un peu plus. Et vous avez juste, à partir de 14 ans jusqu'à 17 ans, c'est le pic. Donc c'est là que vraiment vous devez vous corser pour le gérer comme ça, vous le gérez comme ça, et faire en sorte qu'il n'ait pas suffisamment de temps pour sortir, aller faire des choses que vous ne maîtrisez pas. Quand je dis ne pas avoir du temps, c'est-à-dire si vous êtes chrétien ou d'une autre religion, dans vos religions, les samedis, il y a des activités sur vos sites. Donc il faut qu'il participe, il doit avoir des activités sportives où il a des compétitions qu'il occupe à ses temps libres. Qu'ils ne soient pas un peu oisifs comme ça. Chez moi, pendant les vacances, matin, vous allez au cours, le soir, vous faites la mécanique ou je ne sais pas. De sorte que quand vous rentrez, vous êtes fatigué. Vraiment, ça relève du surnaturel si vous pouvez sauter la clôture. Donc, on fait ça comme ça. Ce n'est pas parfait. L'enfant va toujours enfreindre une règle de la maison. Mais c'est à vous, comme je dis, c'est un moule. Il faut être toujours présent. Et comme moi je dis, je prie Dieu d'être en vie, parce que tant que vous êtes en vie et que vous êtes présent comme ça, vous pouvez changer. Mais justement, vous disiez qu'il faut il faut sociabiliser l'enfant en l'emmenant à l'extérieur, en développant des activités autour des autres. Mais est-ce qu'il est nécessaire justement de tout le temps faire sortir l'enfant afin qu'il se sociabilise? Est-ce que quelque part, il ne faut pas aussi que le parent apprenne à cet enfant à être indépendant en apprenant à vivre tout seul, en se débrouillant de ses 10 doigts? Est-ce que c'est pas trop aussi dangereux de tout le temps chercher à laisser l'enfant s'extérioriser, on va dire? Je pense que c'est à ce niveau-là tu veux qu'il soit solitaire, tout seul. Non, je veux dire, est-ce qu'on n'apprend pas un enfant? Est-ce que c'est pas mieux un enfant d'apprendre à vivre seul? Parce que souvent, c'est le fait d'être avec les autres devient une béquille pour un enfant. Est-ce que les parents ne devraient pas apprendre à un enfant à vivre seul? Avoir son espace et être indépendant. Bien sûr qu'il peut avoir son espace, mais pourquoi on nous appelle parents et pourquoi lui on l'appelle enfant? Nous, on est parents, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de lui transmettre des bases. Et ce sont les bases qu'on lui transmet et des valeurs. Mais forcément, il a un temps de repos. Et même les bases qu'on lui transmet, c'est sur la base d'un échange avec lui. On ne va pas lui dire, va faire du karaté si c'est la natation qu'il aime. Parce qu'il y a ça. Si l'enfant aime, qu'il prend plaisir à le faire, ce n'est plus vous qui le contraignez. C'est un pur plaisir pour lui d'y aller. Et c'est le but principal, c'est de lui montrer plusieurs activités et que quand l'enfant touche ce qu'il aime, alors il s'y intéresse, il y consacre son temps et ça fait qu'il n'a pas le temps de penser à ses copains qui sont assis quelque part dans un fumoir. Sinon, dans ça, c'est lui-même qui décide. Mais comme je dis, il décide, mais vous, les parents, quand même, vous avez votre petit piment. C'est-à-dire que vous avez décidé, mais vous l'aidez à décider. Donc, c'est un petit jeu, mais à la fin, vous êtes gagnant, l'enfant est gagnant. Vanessa, alors, on l'a évoqué un petit peu en début d'émission, les choses changent. De plus en plus d'enfants, d'adolescents ont accès à Internet, peuvent aller sur les réseaux sociaux à travers leur laptop ou leur téléphone portable, ça dépend, ou même sans que les parents le sachent. Quels sont, à votre avis, même si vous n'avez pas encore d'enfants adolescents ou de cet âge-là, quels sont les plus gros risques pour les jeunes d'aujourd'hui et à votre avis, quand ce sera le moment, qu'est-ce que vous feriez pour faire en sorte qu'ils ne soient pas trop exposés? C'est vrai que mes enfants ne sont pas encore grands, mais déjà avec eux, je vois les dangers. J'ai commis l'erreur de lui donner le téléphone par moment. Juste pour jouer un petit peu. Pour jouer, pour que je puisse souffler aussi, parce que par moment, on est vraiment au bout du rouleau. J'ai remarqué qu'en fait,
il cliquait, il allait sur YouTube jusqu'à ce qu'il tombe sur des vidéos d'Halloween, ce genre. Moi, j'aime pas, parce que ça me fait peur. Et je me dis que lui aussi, s'il doit apprendre, par exemple, à dormir seul, il va avoir peur du noir. C'est pas de belles choses que j'ai envie qu'il regarde. Donc, je me dis que quand on laisse l'enfant, au départ, tu peux être sur, par exemple, Choupi et Doudou. Bien sûr. Dès que tu tournes le dos, il zappe, et il arrive sur Halloween. Il va arriver sur d'autres choses où les gens sont vraiment, c'est pas, il faut pas le laisser. Donc je me dis qu'à l'adolescence, il faut quand même, comme ce que la dame a expliqué, il faut déjà une bonne base où on lui a vraiment expliqué les choses. Comme ça, il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas se permettre de faire. Donc je me dis qu'avec l'exercice, avec tous ces conseils-là, quand ce sera le moment, je saurai certainement quoi faire. Voilà. Mais c'est réaliste de dire à un jeune, je sais pas moi, de 13, 14 ans, par exemple, tu as droit à juste, je sais pas moi, 1 heure d'Internet par jour, ou je sais pas, je sais pas c'est quoi les différentes approches qu'on peut avoir par rapport à ça, mais est-ce qu'on peut vraiment restreindre l'accès à Internet? Moi, je sais qu'il y a des liens qu'on appelle Family Link. C'est-à-dire, pour que l'enfant puisse avoir un compte et pouvoir aller télécharger les applications, il faut qu'il s'inscrive. Absolument. Donc, quand vous avez moins de 16 ans, on demande une autorisation parentale. Donc, c'est moi qui installe, en fait. Et donc, je mets, et c'est Family Link, et je mets toutes ces options-là pour demander que quand l'enfant clique sur quelque chose, par mail, je reçois automatiquement. Donc, souvent, je suis à la terrasse et puis je vois un mail passer. Je dis, quelqu'un vient de télécharger ça. Je dis, maman. Donc ça, il faut le contrôler, à votre avis. Voilà. Au moins, parce qu'il faut parler avec les enfants. Internet, c'est un cadeau. Avec Internet, on peut faire tout ce qu'on veut. Et j'apprends aux enfants que Internet peut vous permettre de créer vos prochains revenus dans 10-15 ans. Et c'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher ce qui va apporter votre perdition. Et donc ça, régulièrement, vous leur parlez. Mais l'être humain, c'est qu'il est. Comme il est sur Chucky. Après, il va se retrouver dans Halloween. Mais il faut pouvoir parler. Et comme elle a dit, est-ce qu'il faut laisser un espace à l'enfant? Oui. S'il va sur Halloween, peut-être vous, ça vous fait peur, mais lui, ça ne lui fait pas peur. Il faut discuter avec lui. Quelles sont ses impressions quand il a regardé ça? S'il dit qu'il a eu peur, tu dis donc, tu vois que c'est pas bon. Pas bon pour toi. Très souvent, on prend la décision sans l'avis de l'enfant. Pourtant, un enfant, même bébé, nouveau-né, nourrisson, il a la même dignité que nous qui sommes assis ici. Ouais. Et donc, quand un enfant fait quelque chose, il faut toujours avoir son impression, son avis. Et à chaque fois que vous faites ça, l'enfant sait que vous le considérez. Et comme il sait que vous le considérez, le jour que vous dites quelque chose, que vous dites que vous n'êtes pas d'accord, et que vous lui dites, de toute façon, je te considère, je suggère que tu me considères aussi. Et comme il y a eu l'attachement, paf, ça prend. Ça marche. Donc, c'est vraiment la routine. C'est pas un jour comme ça. Moi qui vous parle, j'ai des galères aussi avec mes adolescents. Vous avez des galères. J'ai des galères. Moi, j'ai peur. Hein. Voilà. J'ai peur que mon fils arrive à 12-13 ans et qu'on n'arrive plus à contrôler. Parce que pour le moment, quand on dit ne fais pas ça, ils écoutent. Mais à partir de 2 ans, ça va faire « Oh, maman, laisse ça. Eh, Seigneur. » Vraiment, je viendrai vous voir. Je viendrai vous voir pour avoir des conseils. Est-ce que vous êtes complètement... Vous êtes contre, et ça, c'est une question pour toutes les deux, l'éducation genrée. C'est-à-dire, les filles, on les éduque d'une certaine manière et les garçons d'une autre. Est-ce que tout le monde doit être logé à la même enseigne? Bien sûr. Moi, je suis un travailleur social. Et nous, le genre et l'équité, c'est tolérance zéro chez nous. Donc, il est hors de question, je lève le ton d'ailleurs, qu'on mette les filles à part et qu'on mette les garçons. Parce que la stratification, les inégalités commencent en famille. Quand un petit garçon il finit de manger et puis tu dis à sa sœur, débarrasse. Vous voulez que demain, quand il est époux, il aide sa femme à débarrasser, ou bien qu'il lave les assiettes, ou bien qu'il change une couche au bébé, ou bien qu'il lave la maison. C'est depuis le bas âge. Souvent, quand les enfants ils sont là, naturellement, les garçons sont comme ça. Naturellement. Dès qu'ils se réveillent, ils sont à la télé et c'est à la petite fille d'aller prendre les tasses, venir déposer. À la maison, tout le monde lave assiette, tout le monde lave habit, tout le monde nettoie le salon, tout le monde fait la table. Donc, c'est à tout de rôle. Aujourd'hui, c'est toi, demain, c'est l'autre. Il n'y a pas... Et pour les sorties, c'est pareil. Les filles sortent ou pas et les garçons ne sortent pas. Des fois, très bien, j'adore ça. Des fois je peux sortir avec un seul à la fois. C'est pour créer le lien personnalisé. Parce que souvent, on gère les enfants en troupe. Ça ne marche pas. Il faut sortir avec tout le monde, mais vous n'avez pas de conversation.
Mais quand vous sortez avec un à la fois, il y a une intimité qui se crée entre vous parce qu'il faut causer, il faut explorer avec qui il parle, avec qui il cause. Comme ça, vous pouvez savoir que bon, votre fille de 8 ans a un petit amoureux, votre fils de 11 ans a une amoureuse. Et depuis quand, vous allez savoir. Mais s'ils sont en groupe, ce n'est pas possible. Donc... Alors, écoutez, il y a aussi le souci de la crise du coronavirus, donc qui a créé souvent le confinement. Les enfants ne vont pas à l'école. En tant que parents, quelles sont les propositions, les solutions que vous pouvez donner pour aider à gérer un enfant, justement, qui a l'habitude de voir du monde et qui se retrouve enfermé à la maison pendant des semaines? Ça a été dur, je vous avoue. Et qu'est-ce que vous pouvez, justement, donner comme solution pour aider ces parents-là? La première chose, il faut aller à la librairie. C'est vrai. Ça, hein. La première des choses, il faut aller à la librairie. Les enfants, la culture de la lecture, on l'acquiert quand on est petit. Exactement. Parce que c'est qu'on est... Moi, ils ont les livres, mais ils ne lisent pas. Donc, il faut toujours leur demander, je veux le résumé de tel chapitre. Parce qu'il veut demander quelque chose. Bon, ouais, le résumé. Et puis, il va aller chercher. Mais dans ce petit jeu-là, l'enfant va apprendre. La deuxième chose, c'est que pendant que l'enfant est confiné, vous aussi vous êtes confiné. Donc vous êtes en télétravail, donc vous avez besoin de silence, l'effet pervers, la télévision. Donc vous avez, parce que si vous éteignez, ils vont tout faire pour vous déranger pendant vos réunions. Ils vont ouvrir les fenêtres, ils vont sortir la tête, vous êtes en présentiel avec toute une pléthore de personnes. Ah maman, je veux ci, je veux ça, ça vous dérange. Donc vous allez les laisser regarder la télé. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ont développé des applications pour que les enfants puissent étudier. Donc, c'est de créer des activités. Et puis, l'après-midi, on essaie de sortir dans la cour, faire des activités sportives. Il faut improviser. Il faut vraiment être de bonne humeur pour pouvoir faire toutes ces petites choses-là. Mais ce n'est pas vraiment facile, mais il faut toujours avoir de la créativité. Merci beaucoup, Prisca Ancho. Merci à vous, Vanessa Alabi. On va continuer à parler de parentalité, mais cette fois-ci aussi de l'approche avec les smartphones, les téléphones portables. C'est dans la chronique Zone Digitale. Ce sera juste après une courte page de pub. À tout de suite. Bonjour et bienvenue. Si vous venez de nous prendre en cours, on continue à parler de parentalité et d'éducation des enfants et de contrôle de la vie sociale des enfants. Alors, je ne vous ai pas entendu, Vanessa, sur la question de l'éducation. Doit-elle être genrée? Est-ce qu'il y a des distinctions entre les garçons et les filles, à votre avis? Ok, moi je dirais que non, il n'y a pas de distinction. Dans l'idéal, il n'y a pas de distinction, mais j'avoue qu'il y a un petit sentiment de peur quand il s'agit des tâches ménagères, il n'y a pas de souci, tout le monde va le faire. Mais quand il s'agit, par exemple, de choisir des jouets, là, on se pose beaucoup de questions. Et j'ai découvert, par exemple, dans ce livre qu'un enfant, un petit garçon, une petite fille pouvaient tous les deux avoir des dînettes, pouvaient avoir des jouets, des poupées et tout. Donc voilà ce que je voulais partager. C'est important. Vous pouvez nous rappeler le titre du livre juste, Tout se joue avant 6 ans. Tout se joue avant 6 ans. Dr Dodson. Dr Dodson. Prénom, merci beaucoup, Vanessa. Alors on va continuer à parler de tout cela. Mais cette fois-ci, la question c'est quand faut-il donner un téléphone portable à ses enfants, à son enfant? C'est dans la zone digitale de Ami Comé. Alors les filles, en fait, moi j'ai reçu il y a quelques mois une image, une amie qui nous envoyait un classement par âge de l'utilisation des enfants au téléphone. Donc j'ai voulu aller un peu plus loin parce que pour moi c'est très important justement de ne pas donner accès au téléphone comme ça en fait aux enfants. Donc âge par âge, en fait, je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai trouvé. De 0 à 6 ans, en fait, c'est inutile. C'est inutile de mettre l'enfant devant l'écran. Le téléphone, la tablette, la télévision, ce n'est pas bon pour lui. On connaît déjà les effets négatifs du téléphone sur les troubles du sommeil, sur le cerveau, etc. Donc pour un enfant de 0 à 6 ans qui est en train de se développer, ça peut avoir un impact. Des études parlent de retard de langage, donc l'enfant prend du temps à parler parce qu'à partir d'1 an, on lui donne un téléphone, comme elle a dit, pour le calmer, ne panique pas, mais c'est vrai. Mais vraiment, on donne le téléphone pour le calmer, pour l'occuper parce que ça l'occupe. Parce qu'ils aiment bien les écrans. Mais ils aiment parce que ça développe en fait la dopamine et donc ça crée l'addiction et ça leur donne vraiment la paresse de sociabiliser. Et donc justement dans cette période où ils doivent développer le langage, sociabiliser, avoir de l'empathie, des émotions, jouer avec les autres, si on leur donne le téléphone justement,
mais ça crée des troubles et ça a un impact en fait sur leur personnalité, leur empathie, leur développement en fait. Donc vraiment interdit. Éviter, non c'est interdit, on parle pas d'éviter, c'est interdit en fait. À la maison, interdisez au maximum. Ensuite, à partir de 7 ans jusqu'à 10 ans. Bon, là, on est en 2021, il y a les réseaux sociaux, on parlait des mamans qui sortent, des parents qui sortent, qui laissent ses enfants. Des fois, on a tendance à vouloir laisser quand même un téléphone à l'enfant à la maison pour pouvoir le joindre. Ce qu'il faut faire, en fait, chez soi, c'est de, idéalement, lui donner un vieux téléphone. Un 3310 par exemple. Ah, sans accès au réseau. Sans accès à Internet. Ça, c'est idéal. Parce que l'idée, c'est de pouvoir lui parler et c'est tout, en fait, pour pouvoir le joindre. Donc, vous lui donnez ça. Moi, j'ai une autre astuce, c'est que le téléphone, déjà, je ne lui dis même pas que c'est son téléphone. Je le donne à la nounou en disant à la nounou, c'est le téléphone sur lequel on peut joindre l'enfant. Donc, l'enfant, des fois, à cet âge-là, il veut aussi jouer, il veut des jeux sur le téléphone, etc. Bon, dans le Nokia 3310, il y a Snake. Le bon vieux Snake, le serpent, ouais. Et arrête, à l'époque, on aimait Snake. Hein. Oui, donc voilà, tu vois, c'est vraiment, il faut qu'il revive ça et tout. Mais en tout cas, vraiment, dans l'idéal, il faut éviter. Et si on ne peut pas, qu'on n'a pas réussi à le faire, il faut limiter le temps, en fait. Le temps peut être limité à 20 minutes par jour, 30 minutes par jour. Vous trouvez un moment, vous dites, OK, tu as 20 minutes, est-ce que tu as fait tes devoirs? Et justement, ça, vous pouvez développer justement des challenges avec le téléphone. Comme la coach parlait justement de maîtriser le moule. Voilà, exactement. Et quand on devient préado à partir de 11, 12 ans, etc., c'est toujours pas préconisé d'avoir un téléphone, c'est-à-dire de l'avoir, de le posséder. Mais encore une fois, on veut, comme elle disait, au CM1 déjà, les enfants, au CM2, les enfants ont les téléphones. Donc il y a une pression aussi que les parents ont. C'est plus simple quand les parents aussi ont les moyens d'acheter un téléphone, un smartphone, ça coûte pas si cher. Mais des fois, ils achètent même des smartphones très chers. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est encore une fois limiter le temps. Et si les enfants sont sur les réseaux sociaux, ça, c'est à éviter, en fait, totalement. Parce qu'à cet âge-là aussi, nos émotions se développent. Soit s'il a déjà son compte sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une trop grande estime de lui parce que ou peut-être même le contraire. Exactement. Ou l'inverse. Ou l'inverse, en fait, les deux. Parce qu'il est valorisé par les likes ou il est dévalorisé parce qu'il n'a pas de réponse ou parce qu'il y a un commentaire d'un ami qui voilà, et ça crée des complexes parce que d'autres vont venir rire. En fait, vraiment, si on peut éviter que les enfants de cet âge-là, soit sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc., tout en limitant leur temps d'accès au téléphone. Idéalement, c'est à partir de 16 ans. Idéalement, qu'on pourrait remettre. Idéalement. Dans le meilleur des mondes, à 16 ans, vous pouvez remettre un téléphone à votre enfant. À cet âge-là, ils sociabilisent, ils sont quand même arrivés à un niveau de maturité. Ils peuvent être sur les réseaux sociaux, mais comme les parents, tout à l'heure, dans le reportage, ont dit, il faut pouvoir les suivre. Donc, quand on a créé justement le lien depuis l'enfance, depuis la préadolescence, c'est très important de faire le lien et de pouvoir suivre ses enfants sur les réseaux sociaux en les laissant la liberté. Et enfin, il y a quand même des règles qu'on ne respecte pas, mais qu'on devrait respecter. Des règles de vie, en fait. Il faut, par exemple, quand on est à table, on ne prend pas de téléphone. Le téléphone est éteint avant telle heure. C'est des règles comme ça qu'on doit inculquer aux enfants et qu'en tant que parents, nous-mêmes, on devrait respecter. C'est-à-dire nous-mêmes, pas de téléphone à table. Non, pas de téléphone à table. Non, mais c'est une règle je plaide coupable. C'est une règle que je Vous partagez ce point de vue, pas de téléphone. Enfin, les parents doivent aussi se comporter pour pouvoir donner le bon modèle, le bon exemple. Les enfants apprennent par observation. Donc, c'est ce que nous faisons. Souvent, regardez, même quand ils sont en train de s'amuser, la tonalité de leur voix, les mots qu'ils utilisent, c'est ce que nous, on utilise pour parler. L'interaction, les interjections, les onomatopées qu'on utilise, c'est ce que les enfants utilisent. Donc, ils nous observent et ils ont ce comportement. Mais je peux dire aussi qu'il faut toujours communiquer avec les enfants. Parce que nous, au-delà même d'aller sur les réseaux, on a installé de façon, je peux dire, négative. Ce n'est pas une bonne pratique, mais on le fait. Nous tous, on a nos mails professionnels sur nos téléphones. Et on check les mails régulièrement. Et on ne veut pas dormir avec ça. Et on cherche à répondre. Donc, on est toujours en train de répondre, de travailler avec le téléphone. Ce n'est pas des bonnes habitudes. Ce n'est pas de bonnes habitudes, mais souvent aussi, c'est des compétitions, c'est des challenges. Si tu ne réponds pas, demain, quelqu'un va répondre avant toi et on suit. Donc, souvent aussi, c'est des... Comment je peux dire ça? C'est des
concessions, il faut faire avec les enfants pour dire, c'est vrai qu'on ne fait pas, mais par moment, je vais prendre. Mais ça ne doit pas être une habitude. Maintenant, pour compte de donner le téléphone, c'est ce qu'elle a dit. Je pense qu'il y a des heures. L'enfant ne doit pas aller à l'école avec son téléphone. Et puis quand il arrive en semaine, en principe en semaine, il ne doit pas avoir accès à son téléphone. Il peut récupérer les week-ends ou bien... Puisque la nounou est là, il y a un autre téléphone, donc par la nounou, on peut les passer. Merci beaucoup, Prisca. Ça y est, tu nous as tout dit, là? Moi, j'ai tout dit. Merci beaucoup. À toi aussi, Ami, on a beaucoup appris. On va maintenant passer à des petits conseils pro. Eh bien oui, écoutez, on va laisser un petit peu les enfants de côté. Je vais vous parler d'un métier que j'affectionne particulièrement. C'est un métier que j'exerce, c'est le métier d'acteur. Alors, au-delà du côté strass et paillettes que tout le monde peut voir, est-ce que vous savez qu'un acteur en bave sur les plateau de tournage? C'est pas facile et il y a 3 points essentiels que vous devez savoir. Le premier, c'est que le métier d'acteur demande à avoir une mémoire d'éléphant. On nous donne un scénario de presque 100 pages qu'il faut retenir à chaque fois. Bon, c'est sûr, pas parce que chaque acteur a ses lignes à retenir. Mais c'est comme à l'école, en histoire géo, tout le monde fuyait l'histoire géo. Je fuyais l'histoire géo. Et finalement, l'histoire géo m'a rattrapée dans mon métier d'acteur. Donc, ça nécessite effectivement d'avoir une grande mémoire d'éléphant. Mais en plus d'avoir une mémoire d'éléphant, ça amène à mon point numéro 2. Il ne s'agit pas d'avoir seulement cette mémoire, mais il faut aussi réussir à ne pas faire de la récitation, mais en plus de ça, interpréter justement... en plus de ces textes-là, interpréter un personnage, c'est-à-dire qu'on laisse de côté notre vie sociale, notre vie personnelle, on laisse de côté notre éducation. J'ai pour habitude de dire d'ailleurs qu'un acteur, c'est celui qui prête son corps à une âme. Donc il y a des rôles pour lesquels on joue, mais qui ne sont pas des rôles qui sont complètement diamétralement opposés à notre personnalité. Donc non seulement il faut répéter ce qu'on dit, ce qu'on a appris, mais il faut en plus le faire de manière à ce que cela soit naturel. Et c'est un travail qui est vraiment... Les gens, ils pensent que c'est facile, mais c'est très, très difficile, sauf que quand on aime ce qu'on fait, ça passe. Et troisième point, c'est le fait que... Est-ce que vous savez que quand vous voyez 30 secondes d'image dans un film, ça nécessite au moins 45 minutes à 1 heure d'enregistrement? Parce que le réalisateur, il va vouloir prendre sous tous les angles ce que vous dites. Il va vous prendre comme ça, il va vous prendre de face, il va vous prendre en portrait, en gros plan, etc. Et à chaque fois, il faut répéter. Il faut répéter à chaque fois le même texte, il faut rester dans le personnage. Et souvent, on peut avoir des tournages qui durent jusqu'à X heures. Donc, malgré la fatigue, si on doit jouer la fille contente, on est obligé de le faire. Donc, pour ceux qui veulent embrasser le métier d'acteur, je préfère leur donner en même temps un conseil. Il faut d'abord la passion. Ne cherchez surtout pas à jouer pour de l'argent, sinon vous allez vous barrer très vite. Faites-le pour la passion d'abord. Ensuite, il faut être très patient. Parce que, comme je le disais, il y a des tournages qui durent des heures. Donc, si vous êtes impatient, que vous avez envie de faire les choses très vite, il faut tout de suite laisser tomber. Et dernière chose, la persévérance. Il faut continuer malgré les difficultés parce qu'il peut y avoir des échecs. On peut ne pas forcément être parfait, mais la résilience et la volonté fera que vous serez en tout cas des personnes, en tout cas, j'espère, de bons acteurs. À succès. En tout cas, je pense que tes 3 conseils s'appliquent à tous les domaines de la vie. C'est vrai. Merci beaucoup, Aurélie, pour ces petits conseils de pro. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. On va dire merci à nos invités qui ont participé à cette émission. On a beaucoup appris de vous deux. Merci. Et vous, surtout, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes après une courte page de pub. À tout de suite. Nous sommes dans la 4e partie de notre émission Les femmes d'ici sur NCI. Et on a donc déménagé dans notre labo pour procéder à un quiz que je vais... L'idée, un petit peu comme d'habitude, un quiz sur le langage des jeunes. Alors les filles, on va voir si vous parlez le langage des jeunes. Je mets entre guillemets parce que je pense que personne n'est vieille ici. On reste jeune, mais après il y a jeunes et jeunes. Franchement, on est jeunes. Je ne suis pas sûre que ce quiz soit très très à jour parce que je suis trentenaire, hein, il faut dire ce qui est. Donc j'ai cherché, j'ai fait les recherches que je pouvais et on va voir ce que ça donne. J'espère que c'est des expressions actuelles. En tout cas, voilà la première question. Vous êtes prêtes? Yes. Alors que raconte, c'est pas une expression très récente, mais que raconte l'expression YOLO? YOLO? YOLO. YOLO. You only live once. C'est ça. You only live you once. Only live once. On ne vit qu'une fois. D'accord. Et donc ça veut dire, en gros, quand tu dis ça, quand tu dis YOLO,
Ça veut dire que tu veux faire les choses joliment, sans penser aux autres ou sans penser aux conséquences. Sans penser aux conséquences, je pense. Voilà, c'est carpe diem, en gros. C'est carpe diem, c'est ça. Exactement. Ouais. Ça, c'était pas très difficile. Deuxième question de jeunes, de nous jeunes. Quand même. En plus, on a une amie je sais pas si vous vous souvenez de l'origine de l'expression, mais ça vient de Drake. Ouais. De la chanson YOLO qui est sortie en 2011, donc c'est assez vieux. Ouais, je ne sais pas si à jour que ça. Mais il me semble que les jeunes d'aujourd'hui, enfin les nouveaux jeunes, l'utilisent aussi. Je crois qu'elle est un peu intemporelle, cette expression. Ouais. Alors, je suis en PLS. Quand un ado dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis mal, je suis effrayée ou je suis malade. Non, mais PLS même, ça veut dire quoi? Mais essaye de deviner. Non, je suis mal. Ok. Bah, je dis ça comme ça, en vrai, parce que PLS... c'est ça. Mais parce que je suis en PLS, j'ai déjà entendu ça quelque part. Je suis en PLS. Alors, un peu plus, je suis en PLS. Eh ben, dis donc. Tu vois, t'as déjà entendu des trucs de quoi? De petits chocos, ça. C'est censuré, absolument. Alors, les jeunes emploient cette expression empruntée au geste de premier secours, à savoir la position latérale de sécurité. Par exemple, depuis la fin de la série Game of Thrones, je suis en PLS, c'est-à-dire je suis pas bien. Ah, ok. Ah ouais, d'accord. Donc voilà, donc tu avais raison, c'était une expression vraiment choquante. Voilà. Alors, un stalker, ça signifie quoi? Non, pardon, stalker, ça signifie quoi? Le verbe stalker. Stalker. Est-ce que c'est l'étonner fortement, se renseigner sur lui via Internet ou lui prouver son tort? C'est se renseigner sur les... Je pense que ça, logiquement, ça devrait se renseigner sur Internet. Ça vient de l'anglais, donc stalk, qui veut dire en gros suivre un peu, épier et surveiller. Un peu la vie des... Voilà. C'est ça. La série du voisin, là. Et tu peux dire aussi, par exemple, ce mec, il me stalk sur Internet, j'en peux plus et tout. Je sais pas pourquoi je parle comme ça quand j'essaie de faire la jeune. Que signifie l'expression « c'est quoi le bail » ? Oh, c'est quoi le problème? C'est quoi le souci? C'est quoi le souci? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? C'est quoi le bail? Voilà, c'est pas tout nouveau non plus. Et il y a R, ça veut dire quoi? Il y a rien. Aïe. Ah, c'est nouveau, non? C'est pas, comment ça s'appelle, Aya Nakamura qui dit ça? Ouais. Chez les jeunes, être dans la friend zone, c'est considéré comme positif, négatif ou neutre? Négatif, hein. Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Ben, je sais pas. Ça veut dire que tu es dans la friend zone, tu n'es pas dans la friend zone, tu es friendzoné. Voilà, ça veut dire que la personne que t'aimes bien, te prend pour ton pote et puis t'es enfermé dans cette zone. Mon ami, t'es mignon. Mais je veux pas de toi, en fait. Exactement. Ça veut dire quoi, être pimpé? Bah, se faire belle. Oui. Ça veut dire la même chose que ne pas se négliger? Ouais. Oui, aussi. Qui est aussi une expression Aya Nakamuresque. C'est exactement ça. Ça veut dire être apprêtée, toujours bien mise. Ah, attendez, ça, qui va se le négliger? Qui va se négliger? Il y a R. Qui est généralement surnommé Bae, B-A-E. B. Petit ami, son meilleur ami ou son frère. Le petit ami, petit ami. C'est absolument ça. Il y en a qui disent Bae. Eh Seigneur, qui a fait ça? Qui fait ça? Et pour finir par un autre anglicisme, parce qu'il y en a beaucoup quand même dans la petite liste. Parce que moi, j'en ai un pour toi après. Ah, on va voir ce que tu vas dire. C'est très nouchi, ça. Vous savez ce que ça veut dire? Il y en a un aussi. On va voir ce que ça veut dire avoir le juice? Ah, fou, ça, c'est une colle, ça. Avoir le juice. Allez, genre être amoureux, je sais pas. Il n'y a pas de choix. Le juice, c'est pas une question. Avoir le juice, c'est être de bonne humeur, je sais pas. Non. Non, c'est quoi? Vous n'avez jamais entendu dans les chansons, surtout un peu... Enfin, bon, après, c'est peut-être plus en anglais. Mais si, même dans le rap en français, ils disent ça. Ouais, j'ai le juice et tout. Je suis stylée, genre, j'ai l'argent. Ah, OK. Non, j'ai le charisme. Je déjà full, quoi. Je déjà full, exactement. Bon, moi, j'ai une expression... C'est tout de toute façon pour moi. Et d'ailleurs, j'espère que tu vas m'aider parce que j'entends ça, mais je pense que je sais ce que c'est, mais on ne sait pas. On dit c'est ginzin. C'est ginzin, c'est ginzin. Ça, c'est très jeune, ça. On va dire que c'est gâté. C'est gâté, non? Oui, mais en fait, oui, c'est gâté. En fait, c'est gâté, c'est ginzin. Mais c'est vraiment jeune. C'est très récent. Ginzin, à la base, c'est gâté, je pense. Maintenant, après, c'est ginzin, je ne sais pas. Mais moi, il y a une expression il y a 2 ans que j'avais du mal à placer. Maintenant, tu arrives? Non, oui, même non, quand j'ai du mal, mais je vais te poser la question. Vas-y. On est en tas. C'est gâté, on est en tas. On est en tas. En fait, vous faites des choses exprès pour me mettre... Mais arrête, tu es trop choco. Ma chérie, tu es trop choco. Non, attends, on est en tas, mais j'ai jamais entendu. Alors, qu'est-ce que... Oui, on est en tas, ça veut dire que... Bah, je sais pas, en fait. Ça veut dire... On est en tas, ça veut dire on est prêt. On est prêt. On est prêt pour faire des trucs. Par exemple, je sais pas, on dit on va manger et on a trop envie de manger, je sais pas où. Ah oui, on est en tas. T-A. Chérie, c'est pas qu'on écrit ça. T-A-S. J'ai cru avoir lu T-A-S. Donc, comment on appelle ça, ça compte pas. On est en tas. On est en tas.
Ok, je ne connaissais pas. Écoute, j'ai appris quelque chose. Voilà, alors que moi, mon quiz était beaucoup trop facile, apparemment. On est jeunes, on est jeunes. Qui est vieux ici? Qui est vieille? Non, attendez. J'espère que depuis chez vous, vous avez réussi à trouver les réponses. Je suis sûre que si, parce qu'apparemment, c'était très évident tout ça. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre émission, un autre numéro des Femmes d'ici. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Ciao. Bye.